Imaginez un instant, des fortunes colossales, patiemment bâties sur des décennies, rayées de la carte en l'espace de quelques jours, parfois même quelques heures. Ça vous semble irréel? Pourtant, c'est une réalité glaçante de l'histoire financière. En 2008, par exemple, 7 000 milliards de dollars se sont évaporés des marchés en à peine 5 jours. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de l'économie française qui disparaîtrait du jour au lendemain. Aujourd'hui, on va remonter le temps, non pas pour le plaisir de la nostalgie, mais pour comprendre. On va plonger au cœur des 5 tsunamis financiers les plus dévastateurs de l'histoire. On va décortiquer leurs mécanismes, leurs conséquences et surtout ce qu'ils nous ont appris. Parce que ces crashs ne sont pas juste des chiffres dans des livres d'histoire. Ils ont remodelé notre argent, vos comptes en banque et potentiellement votre futur. Prêt à voir l'histoire sous un angle qui fait froid dans le dos, mais qui est absolument essentiel. Accrochez-vous, c'est parti. Le 24 octobre 1929, une date désormais gravée dans le marbre de l'histoire financière, Wall Street est le théâtre d'un spectacle d'horreur. C'est le fameux jeudi noir. Le Dow Jones, l'indice boursier emblématique, dégringole de 11% en quelques heures. Un choc sans précédent. Mais le pire est à venir. Le lundi suivant, c'est un plongeon de 23%, puis encore 12% le mardi. Le bilan est effarant. Une perte de 50% de sa valeur en seulement 5 jours. Des actions achetées $100 l'été se négocient à peine $30 avant Noël. C'est une hémorragie financière. Mais comment en est-on arrivé là? Avant ce drame, les États-Unis vivaient au rythme effréné des Roaring Twenties, une décennie d'euphorie économique et d'innovation. L'optimisme était tel que tout le monde, des plus riches aux ménages modestes, voulait sa part du gâteau boursier. On empruntait à tour de bras pour acheter des actions, espérant des gains rapides et faciles. C'est ce qu'on appelle l'emprunt à gogo, ou l'effet de levier délirant. Acheter plus que ce qu'on possède, avec la ferme conviction que les prix ne peuvent que monter. Le marché était devenu une immense bulle spéculative, déconnectée de la valeur réelle des entreprises. Quand la confiance, ce pilier invisible du marché, s'effondre, c'est la panique. Les banques, qui avaient de prêter sans compter, rappellent leur marge de crédit, forçant les investisseurs à vendre leurs titres à n'importe quel prix pour rembourser leurs dettes. C'est une réaction en chaîne infernale. La conséquence directe de ce krach, c'est la Grande Dépression, une récession mondiale qui durera plus d'une décennie. Le chômage explose, atteignant 25% aux États-Unis. La pauvreté se généralise et les systèmes économiques sont mis à genoux. Ce désastre a cependant une leçon cruciale. Il a conduit à des réformes majeures, comme la création de la Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, aux États-Unis, qui garantit encore vos dépôts bancaires aujourd'hui. La leçon numéro 1 est simple, mais vitale. Quand la foule danse aveuglément, l'individu doit garder la tête froide et surtout constituer une épargne de sécurité. La spéculation excessive, sans lien avec la valeur réelle, mène toujours au désastre. On pourrait croire que l'humanité a retenu la leçon, n'est-ce pas? Détrompez-vous. 50 ans plus tard, le monde économique s'apprête à récidiver, mais cette fois, la menace vient d'une source inattendue. Octobre 1973. Le monde est plongé dans une nouvelle crise, non pas à cause d'une bulle boursière, mais d'une décision géopolitique qui va changer la face de l'économie mondiale. L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, décide de couper le robinet en réponse au soutien occidental à Israël pendant la guerre du Kippour. C'est un choc pétrolier brutal et sans précédent. Le prix du baril de pétrole, qui était à $3, quadruple en quelques mois pour atteindre $12. C'est une hausse vertigineuse qui va se répercuter sur toute l'économie mondiale. Les conséquences sont immédiates et douloureuses. L'inflation s'emballe, les prix à la consommation flambent et les taux d'intérêt grimpent en flèche. Les indices boursiers ne tardent pas à réagir, lâchant 40% à 50% en un an. En France, la bourse de Paris subit une perte colossale de 60% de sa valeur réelle entre 1973 et 1975. Pour les entreprises, le coût de l'énergie explose, ce qui réduit leurs marges et freine leur production. Pour le consommateur lambda, c'est le prix de l'essence qui s'envole, celui du chauffage, et de tous les biens dont la fabrication ou le transport dépend du pétrole. On voit apparaître des files d'attente interminables aux stations-service, des mesures de rationnement et une anxiété générale face à cette énergie soudainement devenue rare et chère. C'est le début d'une période de stagflation, un terme économique qui décrit une situation inédite combinant une croissance économique faible, voire nulle, et une forte inflation.
le cycle vicieux s'emballe, le coût de la vie augmente, le pouvoir d'achat diminue, la demande ralentit et les entreprises peinent à survivre. La leçon numéro 2 est claire, la dépendance excessive à un actif unique, ici le pétrole, peut siphonner toute une économie et mettre le monde à genoux. Diversifier ses sources d'énergie, ses approvisionnements et ses investissements, ce n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. C'est respirer. On pourrait penser que les banquiers centraux ont enfin pris la main, qu'ils ont les outils pour maîtriser ces dérives. Mais attendez de voir comment une nouvelle ère de crédit pourri va encore semer le chaos. Le passage à l'an 2000 est censé être le symbole d'une nouvelle ère, celle du digital triomphant. Et les marchés financiers ont pris cette promesse au pied de la lettre. Du printemps 2000 à l'automne 2002, le monde assiste à l'éclatement spectaculaire de la bulle Internet. Le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, perd 78% de sa valeur. 78%, c'est une descente aux enfers qui pulvérise des milliards de dollars en capitalisation boursière. Des géants comme Amazon voient leur action chuter de 90%, mais parviennent à survivre. D'autres, comme Pets.com, symbole de cette euphorie déraisonnable, ne verront pas 2002. Qu'est-ce qui a conduit à cette folie ? C'était l'époque des dot-com, où n'importe quelle start-up avec un .com dans son nom pouvait lever des fonds astronomiques, même sans modèle économique viable, ni bénéfice à l'horizon. On parlait de nouvelle économie, et les analystes scandaient « cette fois, c'est différent », ignorant tous les signaux d'alerte d'une valorisation mirobolante et déconnectée de la réalité. La Réserve fédérale américaine, la Fed, avait maintenu des taux d'intérêt bas pour éviter un potentiel bug de l'an 2000, inondant le marché de liquidités. Cette manne financière a transformé chaque start-up en licorne potentielle, alimentant une spéculation effrénée. Mais sans cash flow réel, sans profit tangible, une idée reste une idée, aussi brillante soit-elle. Quand les investisseurs ont commencé à réaliser que la promesse ne se transformait pas en réalité financière, ils ont détalé. C'est la panique. Le prix suit toujours la valeur, tôt ou tard. Et dans ce cas, le tôt ou tard est arrivé brutalement. Des entreprises qui valaient des milliards n'avaient en fait aucune base solide. La leçon numéro 3 est cinglante. Sans cash flow, une idée ne vaut pas grand-chose. Le prix peut s'envoler temporairement, mais il finira toujours par s'aligner sur la valeur fondamentale. C'est une piqûre de rappel que l'innovation doit rimer avec la rentabilité. Si ces histoires vous donnent des frissons et vous font réfléchir, n'hésitez pas à écraser le bouton « J'aime » juste en dessous. Cela aide l'algorithme à diffuser cette mémoire financière essentielle. Merci. Le pire, vous savez quoi ? Il ne vient pas toujours d'une bulle technologique ou d'une crise énergétique. Parfois, il peut surgir d'un simple prêt immobilier, transformé en bombe à retardement. Retour aux États-Unis, été 2007. Les premiers craquements se font entendre. 1,3 million de crédits hypothécaires à risque, les fameux subprimes, commencent à faire défaut. Ces prêts immobiliers avaient été accordés à des ménages peu solvables, avec des taux initialement bas qui explosaient après quelques années. C'était une stratégie risquée, mais massivement adoptée par les banques, qui, pour masquer le risque, ont packagé ces crédits toxiques en produits financiers complexes, les fameux CDO, Collateralized Debt Obligations, et les ont revendus à travers le monde. Le 15 septembre 2008, le système implose. Lehman Brothers, une banque d'investissement vieille de 158 ans, s'effondre. C'est la plus grande faillite de l'histoire, avec 600 milliards de dollars de passifs. Le choc est planétaire. En une seule semaine, 7000 milliards de dollars de capitalisation boursière s'envolent, et les marchés mondiaux chutent de 20%. Les banques, ne sachant plus qui détenait quoi, ni la valeur réelle de ces actifs toxiques, cessent de se faire confiance. Le crédit se gèle, l'économie mondiale s'arrête de respirer. Le chômage bondit, passant de 5% à 10% aux États-Unis en quelques mois. Face à l'ampleur du désastre, les gouvernements et banques centrales sont contraints d'intervenir massivement. Un plan de sauvetage de 700 milliards de dollars est mis en place aux États-Unis, et les taux d'intérêt sont ramenés à zéro pour près de 10 ans pour relancer l'économie. La leçon numéro 4 est gravée dans le marbre. La dette, surtout quand elle est packagée et distribuée sans discernement, devient hautement contagieuse. Lire l'étiquette, comprendre la composition des produits financiers est vital, même pour une banque. C'est une question de transparence et de responsabilité qui nous rappelle l'interconnexion dangereuse de la finance mondiale. On pourrait se dire que le système est désormais immunisé, qu'il a appris de ses erreurs passées. Et pourtant, même avec toutes ces leçons, la vitesse du monde moderne peut toujours nous surprendre. Mars 2023.
3 banques régionales américaines, Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate, s'écroulent en l'espace de 5 jours, créant une onde de choc qui rappelle de mauvais souvenirs. C'est la deuxième plus grande série de faillites bancaires depuis 2008, avec 550 milliards de dollars d'actifs en jeu. Qu'est-ce qui a provoqué cette débandade? La Silicon Valley Bank, SVB, avait une particularité. Elle était fortement concentrée sur les startups tech, ses principaux clients. Pendant la période de taux d'intérêt bas, ces startups avaient accumulé des dépôts massifs. La SVB, avec ses liquidités abondantes, a investi massivement dans des titres à longue durée, comme des bons du Trésor, qui étaient considérés comme sûrs. Le problème, c'est que lorsque la Réserve fédérale a commencé à remonter agressivement ses taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, la valeur de ces titres a chuté. Simultanément, les startups, confrontées à un marché plus difficile, ont commencé à retirer leurs fonds en masse. Et c'est là que la vitesse du monde moderne est entrée en jeu. En l'espace de quelques heures, des retraits massifs ont été déclenchés et amplifiés par la propagation d'informations et de rumeurs via des plateformes comme WhatsApp et Twitter. En 48 heures, 42 milliards de dollars ont quitté la SVB. La banque n'a pas pu faire face. La Fed a dû injecter 300 milliards de dollars de garantie pour stopper la panique et éviter une contagion généralisée. Le secteur bancaire a chuté de 30% en 3 semaines, mais heureusement, la contagion a été contenue. La leçon numéro 5 est claire. Aujourd'hui, la vitesse du réseau social et de l'information bat la vitesse du régulateur. Il est plus crucial que jamais de garder un œil vigilant sur la liquidité de vos institutions financières, pas seulement sur le solde de votre compte. La confiance peut s'évaporer à la vitesse de la lumière. Nous avons traversé 5 épisodes marquants, 5 véritables claques qui ont secoué l'économie mondiale. 1929 et la confiance aveugle dans une croissance infinie, 1973 et la dangereuse dépendance énergétique, 2000 et l'excès de promesses de la bulle Internet, 2008 et la titrisation toxique de la dette, et enfin 2023 et la vitesse déconcertante de l'information à l'ère numérique. Le fil rouge, la constante, qui relie toutes ces catastrophes, c'est l'oubli du risque, cette illusion dangereuse que la manne est infinie, que les règles ont changé, et que cette fois, c'est différent. Mais l'histoire nous le prouve, elle ne se répète jamais à l'identique, mais elle rime toujours. Les causes profondes, l'exubérance irrationnelle, la spéculation effrénée, le manque de transparence et l'interconnexion des marchés sont des constantes humaines et systémiques. Pour vous protéger dans ce monde financier complexe et parfois imprévisible, quelques principes fondamentaux demeurent inébranlables. 1. Épargner en cash d'urgence. Avoir une réserve de liquidité est votre première ligne de défense contre l'imprévu. 2. Diversifiez vos placements. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Répartissez vos investissements pour minimiser les risques. 3. Apprenez l'histoire. Comprendre les mécanismes des crises passées est votre meilleure arme pour anticiper et naviguer les tempêtes futures. Si cette rétrospective vous a éclairé, vous a fait réfléchir et peut-être même un peu flipper, alors mon objectif est atteint. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, partagez cette vidéo à un ami un peu trop sûr de lui ou à quelqu'un qui débute en investissement. Et surtout, dites-moi en commentaire lequel de ces cracks vous a le plus marqué ou vous fait le plus peur. À très bientôt pour continuer à décrypter ensemble les marchés avec lucidité et sans tabou. Imaginez un instant, des fortunes colossales, patiemment bâties sur des décennies, rayées de la carte en l'espace de quelques jours, parfois même quelques heures. Le top 5 des plus gros crashs boursiers de l'histoire.